Bon alors ne vous inquiétez pas, pour tous ceux qui attendent la critique de Ad Astra avec Brad Pitt, elle arrivera demain sans aucun problème. Et si vous êtes sur cette chaîne, vous savez bien que mon amour entièrement objectif pour la saga Jurassic World me devait de parler du court-métrage de Colin Trevorrow. D'un autre côté, vous savez bien aussi que même s'il y avait eu un court-métrage qui durait 1 minute 10, j'en aurais fait une critique d'1 quart d'heure, hein. C'est comme ça. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à Jurassic World Battle at Big Rock. Un court-métrage signé par Monsieur Colin Trevorrow lui-même qui reprend les rênes de la franchise en attendant évidemment le 3e volet en 2021. Un court-métrage annoncé depuis très longtemps et qui est sorti sur la chaîne FX. La chaîne FX, la chaîne du bon goût, hein, puisque c'est eux qui ont passé The Shield, Sons of Anarchy, Nip Tuck, American Horror Story, c'est eux qui diffusent aujourd'hui en avant-première le court-métrage. Oui, jamais FX, qui est désormais disponible sur YouTube. Alors attention, je commence tout de suite. Cette critique du court-métrage sera évidemment avec spoiler, donc n'hésitez pas dans le commentaire épinglé à tout d'abord aller voir le court-métrage Jurassic World Battle at Big Rock qui est disponible maintenant sur YouTube, et revenez ensuite pour la critique puisqu'il y a énormément, en l'espace de 8 minutes 36, énormément de choses à dire. Battle at Big Rock, c'était un projet qui m'intéressait énormément et on voit dès l'apparition du logo Universal avec la musique du premier Jurassic Park et surtout le logo du dinosaure derrière que ce court-métrage est en quelque sorte le point d'origine de quelque chose de nouveau dans la franchise, une expansion. Et ça c'est déjà le cas avec la série de Jurassic World comme Cretaceous qui va sortir sur Netflix prochainement. Il y a une expansion, il y a un univers étendu qui se prépare. Et moi ça me fait énormément plaisir que ce soit le cas sur Jurassic World du moment qu'il est bien fait. Et que vaut donc ce court-métrage? Et ben vous allez voir qu'il y a une question de forme qui est plutôt bien faite même si elle reste assez classique, mais surtout une question de fond qui est ô combien pertinente dans ce film-là et qui prouve non seulement qu'on répond aux questions que se posait Ian Malcolm dans le premier Jurassic Park, mais qu'on continue 1 an après, puisque ce court-métrage a lieu 1 an après les événements de Fallen Kingdom. Cette question du rapport qui finalement est une question depuis le premier film, quelle est la place du dinosaure dans un monde où règne l'être humain? Car l'histoire, pour faire simple, c'est celle d'une famille recomposée qui 1 an après les événements de Fallen Kingdom se retrouve nez à nez avec une famille de Nasutoceratops et un allosaure. Sur une question de forme, il faut savoir que le court-métrage est réalisé par Colin Trevorrow, déjà réalisateur du premier volet Jurassic World, et qu'il l'avait en tête depuis plusieurs mois, et on sent toute l'inspiration de la saga Jurassic Park, pas notamment du premier Jurassic Park mais plutôt de ses suites au sein même du court-métrage. Si on a peu de choses à dire évidemment sur l'acting de cette famille recomposée, on peut se rendre compte déjà d'une chose intéressante au sein du court-métrage, c'est que c'est la gamine, en tout cas l'une des gamines, puisqu'il y a toujours des enfants dans un film ou un court-métrage Jurassic Park, sinon c'est pas drôle, qui va connaître le nom des dinosaures par cœur, que ce soit le Nasutoceratops ou que ce soit l'allosaure, qui a plutôt bien grandi depuis Fallen Kingdom. Ça nous apporte évidemment une question de fond sur la place du rêve vis-à-vis de l'enfance, mais ça nous rapporte aussi sur cette forme, sur ce côté presque Spielbergien si j'ose dire, puisque Spielberg, la place des enfants, que ce soit dans E.T., que ce soit dans Les Dents de la Mer, que ce soit dans Hook, dans tous les films de Steven Spielberg, il y a quasiment toujours une place aux enfants qui est très importante. Et que ce soit ces enfants sur une terre où le monde entier finalement connaît l'existence des dinosaures, et ça a été le propos de Jurassic World premier du nom et le propos de Fallen Kingdom ensuite, les dinosaures aujourd'hui n'émerveillent quasiment plus personne. Que Trevorrow nous dévoile que ce soit l'enfant qui connaisse le nom des dinosaures, ça nous rappelle une place au rêve et ça nous ramène encore une fois aux premiers amours de Steven Spielberg. Et des références à tout un tas de films que Trevorrow a adoré, il y en a énormément. Ne serait-ce, et là je parle évidemment à tous ceux qui ont vu le court-métrage, la fameuse scène de l'allosaure qui va bousculer la caravane, elle est en termes de mise en scène et en termes de plan cadrée et filmée quasiment de la même manière que le film Le Monde Perdu, mais plus encore que tout un tas de références, ce qui va faire la force du film de Trevorrow, c'est d'avoir gardé la patte Juan Antonio Bayona. En termes de colorimétrie, en termes d'ambiance et d'esthétique pure, on n'a aucun mal à se retrouver ou à imaginer une scène post-générique de l'univers de Juan Antonio Bayona. Et que l'on considère Jurassic World Fallen Kingdom comme un bon ou comme un mauvais film, ce qui a été sauvé par tout le monde et ce qui a été acclamé par tout le monde, c'est la mise en scène de Bayona, c'est cette colorimétrie, c'est ce design, c'est ce côté très gothique, très sombre, très obscur. C'est pour ça que Colin Trevorrow, pour moi, a réalisé un très bon travail en filmant de nuit, parce qu'il rend hommage de la meilleure des façons au cinéma de Juan Antonio Bayona et intègre lui-même son court-métrage dans une suite directe, même si les événements se déroulent 1 an plus tard, au film Fallen Kingdom, dans ce qu'il y a de plus difficile, non pas l'histoire, mais la mise en scène et l'esthétique à part entière du métrage. Et ça donne une dualité de plans très intéressant quand on va un petit peu plus loin que les simples cadrages en théorie assez simplistes de Trevorrow. La découverte, par exemple, des Nasutoceratops, elle est très poétique puisqu'on se rend compte, et ça aussi c'est une question de fond qui est assez intéressante, que les dinosaures ont réussi à procréer, la vie a trouvé son chemin, et on va découvrir la poésie par la musicalité de Jurassic World qui revient par les thèmes de Michael Giacchino, mais aussi par le regard de ces personnages. D'ailleurs, pour la mise en scène, on ouvre quand même le court-métrage sur un plan séquence, prouvant quand même que Trevorrow est pas si incapable que ça derrière une caméra. Et point de vue personnel, vu le délire de son court-métrage, je me demande si c'était pas carrément possible de tout filmer littéralement en plan séquence,
car il est capable de le faire. Il va énormément user des regards des protagonistes pour faire comprendre aux spectateurs qu'on est dans une féerie et que la féerie va amener l'allosaure et que l'allosaure va amener la place au cauchemar. C'est ça qui est très intéressant dans Battle at Big Rock, c'est que plus qu'un court-métrage, tu as une sensation de redécouvrir finalement une saga par le prisme et au travers du regard des protagonistes. La mise en scène est d'ailleurs loin d'être anodine, puisqu'il joue effectivement sur le regard de son public. Ce sont le regard des personnages qui emmènent le spectateur vers l'action, car ils sont eux-mêmes spectateurs d'un combat de géants. La caméra ne fait que montrer ce qu'ils observent, d'autant plus qu'on est dans un rythme ultra dynamique, élevé et très riche. On a le souffle coupé tout du long. Et un court-métrage de 8 minutes 36, sachant qu'il y a quelques scènes post-génériques, c'est extrêmement rapide. Colin Trevorrow le savait, il n'a pas le droit de se planter, notamment quand l'allosaure va regarder à travers la baie vitrée de la caravane un enfant, un jeune chérubin de peut-être 6 ou 7 mois maximum. Ça, c'est quelque chose que Bayona avait très bien fait dans son opus et on le retrouve ici. On va miser sur la grandeur des dinosaures, le gigantisme de ces créatures, la photographie tout comme les effets spéciaux, même si je regrette un peu l'absence d'animatronique, sont extrêmement soignés. D'autant que le court-métrage fut tourné en seulement 5 jours en Irlande en décembre dernier avec une équipe très réduite autour de Trevorrow. Et là, on va arriver sur les questions de fond, à l'être humain pour la première fois sur le continent. Pourquoi pour moi ce court-métrage est intéressant? C'est parce qu'il réussit là où, par exemple, Ridley Scott s'était planté. Quand Alien Covenant de Ridley Scott est sorti, il a misé sur des courts-métrages, en tout cas ça s'est voulu ensuite comme des courts-métrages, ou des scènes plus ou moins coupées du film qui se retrouvaient sur YouTube, censé expliquer ce qui était arrivé au personnage de Noomi Rapace, et censé expliquer aux spectateurs les affinités qu'il pouvait y avoir entre James Franco et son équipage dans le Covenant. Ces deux courts-métrages s'étaient royalement plantés, puisque ces deux courts-métrages-là auraient dû, normalement, se trouver dans le film Alien Covenant. Et le problème, c'est qu'on apprenait quasiment rien, c'était plutôt des teasers, mais mis en scène de la manière de court-métrage, et qui essayaient déjà à une époque de créer cet univers étendu qu'il a tenté de créer avec Prometheus et ensuite Alien Covenant, par justement cet effet YouTube, là où Jurassic World Battle at Big Rock déjà n'était pas uniquement sur YouTube, mais a aussi été diffusé sur FX. Il y avait un côté beaucoup plus audacieux, si vous voulez, dans le court-métrage de Jurassic World. Et ce court-métrage-là réussit à s'inclure, donc réussit à faire ce que n'avait pas réussi à faire Ridley Scott, s'inclure dans une saga, en montrant ce que sera très probablement le film Jurassic World 3, et en mettant en scène finalement cette audace d'avoir des dinosaures sur le continent. Et ce qui est intéressant et ce qui est très bien fait au sein du court-métrage, c'est que le propos il est donné tout de suite. Parce que dès les prémices du court-métrage, on va entendre par quelques voix de radio qu'hormis quelques observations finalement de dinosaures en Californie, on apprend dès l'origine du court-métrage que les dinosaures maintenant sont partie intégrante de notre histoire. Que c'est une espèce disparue qui reprend ses droits, non pas dans un environnement classique, mais dans un environnement qui est déjà plus ou moins détruit par l'être humain. Donc il y a encore une fois toute une question sur la génétique, sur ce que l'être humain a été capable de faire, et sur la nature, puisque les dinosaures, à certains moments, et ça on le voyait déjà par certains personnages sans foi ni loi de la saga, et on le retrouve ici dans ce court-métrage, les dinosaures, pourtant fabriqués par l'homme, se retrouveraient presque plus en adéquation avec une idée de la nature que l'être humain lui-même, qui ne cesse finalement de détruire cette nature. Et ça c'est vrai que dans Jurassic Park, dans Le Monde Perdu et surtout dans Jurassic World, on avait cette question de l'environnement. Est-ce que les humains sont capables d'aller aussi loin dans le vice de façon génétique? Vous vous êtes pris pour Dieu, vous vous êtes hissé sur des épaules de génie, voilà la conséquence. Et ce qu'on appelle création, c'est un viol de la nature. Ça reprend ce court-métrage, toutes les thématiques et tous les thèmes de Ian Malcolm dans le premier Jurassic Park, en les adaptant et en les montrant enfin à la caméra. Et c'est ce que j'ai trouvé génial ensuite, de reprendre le thème du monde perdu de John Williams avec des sortes d'images d'archives. On va se retrouver dans le générique avec des plans qu'on jurerait tout droit sortis d'un téléphone, où on va voir que les dinosaures sont en adéquation avec les êtres humains. Que ce soit par une scène où un mosasaure va dévorer un requin en plein vol, ou des petits compsos, encore une référence au monde perdu, qui vont courir après une nana, ou des parasaurolophus que des pêcheurs vont croiser, les dinosaures sont sur le continent, ils sont parmi nous. Et ce court-métrage nous donne non seulement un accès à Jurassic World 3, mais propose aussi en l'espace de 8 minutes ce que Spielberg avait déjà imaginé, et ce que Michael Crichton, auteur aussi du premier Jurassic Park, puisqu'à la base c'est un roman, avait imaginé tout simplement. Donc il y a une double sensation, si vous voulez, vis-à-vis de ce court-métrage, c'est rendre encore plus vrai que vrai la part de réel vis-à-vis des dinosaures, en nous faisant croire que ces choses gigantesques, et encore une fois le gigantisme est très important, sont parmi nous. Après avoir vu ce court-métrage, on se rend compte que c'est la première, et ça a été dévoilé ensuite, la première véritable rencontre entre des dinosaures et des humains sur un lieu fait pour humains, puisqu'hormis quelques observations, il n'y avait jamais eu vraiment de face à face, et on se rend compte d'office de cette incompatibilité finalement que prenait déjà ce coup-ci Alan Grant. Le dinosaure et l'homme, deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution, se retrouvent face à face, et qu'est-ce qui se passe? Et on se rend compte que d'un
d'un côté comme de l'autre, que ce soit l'allosaure qui essaie de se nourrir, c'est de la survie, ou que ce soit cette famille recomposée qui va tenter de survivre à l'attaque d'un allosaure, c'est de la survie aussi. Quel est le véritable antagoniste? On sait pas trop, puisque si l'humain n'avait pas été là, le dinosaure n'aurait pas été là, et si le dinosaure n'avait pas été là, cette famille n'aurait pas eu à subir tous ces événements. Et là, je me rends compte que ça fait presque un quart d'heure que je parle, il y a énormément de messages dans ce court-métrage qui dure seulement 8 minutes 30 qui vont beaucoup plus loin. Et je conclurai d'ailleurs ma critique là-dessus. Jurassic World et Jurassic World Fallen Kingdom, oui, il peut y avoir certaines incohérences à certains moments, oui, il y a plusieurs choses qui ont peut-être énormément déçu, ou en tout cas qui n'ont pas convaincu les puristes, mais quand tu vois tous les messages qu'il y a derrière, quand tu vois l'amour de Colin Trevorrow qui va reprendre énormément de situations, non seulement du Monde Perdu, mais aussi de Jurassic Park, de Jurassic World, de Bayona, et puis toutes ces questions, toutes ces thématiques qui font directement écho à l'œuvre de Spielberg, oui, pour moi c'est un court-métrage qui est réussi, qui est certes classique, très classique dans sa narration, mais justement en termes de fond, on est dans quelque chose de véritablement pertinent et qui fait complètement écho à Fallen Kingdom. Si vous tous qui me regardez maintenant, vous trouviez pertinent l'idée de balancer les dinosaures sur le continent, ce court-métrage est fait pour vous. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Oui, cette critique fut plus longue que le court-métrage. D'un autre côté, il y avait pas mal de choses à dire. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller regarder Battle at Big Rock si c'est pas fait. C'est juste en bas. Ça vaut le coup. FX. Entre Sons of et ça, vous me faites plaisir.